Bonsoir, je suis ravie d'être parmi vous, avec vous et à distance. Je n'aime pas parler en public, le trac certainement, mais il faut démarrer. C'est pour cela que j'ai écrit ce petit texte, en espérant qu'il va m'aider à trouver le flux de paroles pour communiquer avec vous. Je ne suis pas une artiste théoricienne et je n'ai aucune formation scientifique, et pourtant je suis irrémédiablement attirée par les formes multiples du vivant et les multiples facettes de la plasticité. Aujourd'hui, je vous convie à un voyage dont le sujet est aujourd'hui au cœur des travaux neuroscientifiques, la plasticité. Mon domaine n'est pas la science, mais les arts plastiques. La rencontre avec toutes les plasticités était pour moi inévitable, et je crois bien qu'elle a commencé dans ma toute petite enfance. Mais avant de commencer, un clin d'œil, ou plutôt un clin d'oreille, pour évoquer mes origines hongroises, et particulièrement ce que disait Zoltán Kodály, grand compositeur hongrois, mais aussi grand pédagogue. Il faut enseigner la musique, non pas dès la naissance, mais avant la naissance. Maintenant, c'est promis, je n'ai plus de texte à lire, et je vous emmène pour un voyage d'une petite heure autour de mes plasticités. La question que je me pose en tant que plasticienne, c'est qu'est-ce qu'on modèle et qui nous modèle? Donc ce petit voyage va être un petit peu une exploration autour de ces thématiques. Mimer le vivant, donc voyage autour de mes plasticités. En tant que plasticienne, vous l'avez évoqué, je fais de la musique, je fais de la vidéo, je travaille aussi sur mon propre corps, je dessine aussi beaucoup, donc la plasticité graphique. La plasticité sémantique, c'est aussi que je travaille beaucoup les mots comme une pâte à modeler. Et puis, la plasticité spatiale, puisque scénographe de formation et de ces formations, j'ai donc non, excusez-moi. L'espace est un univers qui m'intéresse beaucoup. Les mots, ici, plasticienne laborantine, plurimédia, musicienne. Je me situe ici entre art, science et humanité. Même si je travaille avec des ordinateurs, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Justement, mon petit bug humain de l'instant présent fait partie de la vie, de la plasticité. Voilà, on a des petites accroches et ce n'est pas grave. Je vais vous parler d'un univers un peu parallèle, des botaniques parallèles, des eaux sémantiques, des lois physiques imaginaires, des films cellules. Je ne vais pas égrener tous ces textes ici, mais je vais avancer. Pour résumer un petit peu mon évolution en 3 périodes ici, j'ai eu 3 périodes, donc ça fait un peu 20 ans que j'ai commencé. La première période était liée à l'image de synthèse, donc j'ai fait beaucoup de modélisation 3D en 98. Et puis, en 2008, 10 ans après, ce qui m'a intéressé, c'était de me défaire de la 3D et de faire des hybridations entre des techniques mixtes, virtuelles et réelles. Et puis, depuis une dizaine d'années, jusqu'à aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le corporel, la matérialité, mais toujours en mélangeant ordinateur et réel. Alors, dans le fil de la soirée, j'ai eu une rencontre absolument passionnante avec un chercheur en biologie du développement du CNRS, Michel Gault, avec qui j'ai eu des échanges et une collaboration courte, mais très fructueuse. Et donc, je vais vous montrer un extrait d'une conférence que nous avons donnée il y a quelques années de cela. Ce qui est étonnant, en 1998, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai fait partie d'un groupe d'artistes qui s'appelait OVNI, Objet virtuel non identifié. Cette exposition, elle avait lieu à la Galerie d'Ongui à Paris. J'ai exposé notamment cette œuvre qui s'appelle Comète aquatique. Pour moi, comète aquatique, c'était un paradoxe de loi physique. Ça n'existait pas. Une comète, a priori, c'est dans l'espace. Elle ne peut pas être dans l'eau, cette comète. Donc, ce qui m'a intéressé, c'était d'explorer, via la 3D, donc là c'est un objet modélisé, justement des lois physiques improbables. Et puis, là-dessus, une personne, un biologiste, a vu cette œuvre. Et il m'a dit, mais vous avez
modéliser le roquefort. Ah bon? Comment ça se fait, le roquefort? Penicillium roqueforti, que vous voyez ici. Donc j'ai été chercher dans les documents à quoi pouvait ressembler, à la vue au microscope, ce roquefort. Et effectivement, on peut dire qu'il y a des parentés. Et la question que je me pose finalement globalement, est-ce que nous sommes constamment en remodelage et qu'on ne peut pas réinventer des formes? On n'invente jamais, on remodèle. Donc c'est une grande question que je me pose. Alors, j'ai une démarche très proliférante et ici, ce que je vous invite, c'est à découvrir un petit peu ma cartographie de mes expériences. La cartographie de mes expériences, ici, elle est constituée de liens, de nœuds, etc. J'ai eu beaucoup de difficultés à essayer de vous transmettre ce réseau, parce que c'est complexe, la création, surtout quand elle est plurimédia, avec plusieurs supports. Et donc, vous voyez, Comète aquatique, on va la retrouver ici. Donc, cette carte ici, elle va mettre un fil conducteur entre les œuvres, par exemple, les dessins, donc je dessine, comme je disais, les plasticités graphiques, la plasticité musicale, je vais montrer des extraits d'œuvres tout à l'heure, mais je consigne aussi dans de nombreux carnets des écrits, des partitions graphiques qui ne sont pas visibles, mais c'est un travail de fond. Et puis, donc, je travaille beaucoup la vidéo, ici, et des œuvres interactives, puisque c'est par là que je vais commencer. Donc, ce que je vous invite, c'est ce petit voyage, à travers ces petits points de couleur, donc d'effleurer à peine ces quelques œuvres, mais d'essayer de tisser les liens, parce qu'il y en a des liens. Quand je vous montrerai Muherbier, on n'aura peut-être pas tout le temps en 1 heure de voir ces liens, mais il y a eu des transplantations d'une pièce d'une œuvre dans une autre. Donc, il y a une espèce de parallélisme avec le vivant, où je prélève un échantillon qui existe dans une œuvre pour la replanter comme un jardinier, et elle va repousser autrement. Micro-univers. Donc, c'est une œuvre qui a été absolument fondamentale. Cette pièce a été présentée en avant-première lors du 7e prix Möbius multimédia, donc en 1998, à l'IRCAM. Alors, ça a été assez fondateur. Et puis, 2 ans après, donc, nous avons édité, avec Marc Dangean, ici présent, donc une série limitée de CD-ROM. Donc, c'était à l'époque où on pouvait faire des petites publications. Qu'est-ce que Micro-univers? Micro-univers, c'est donc une recherche de perception expérimentale, c'est une œuvre interactive, et ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment la manipulation de la main pouvait être son œil. C'est-à-dire que comment, quand on va pouvoir déplacer des objets, les transformer, on a une autre perception, on révèle des visibles qu'on ne pourrait pas voir autrement. Micro-univers, ce sont aussi des chorégraphies de sculpture virtuelle. Ce sont des paradoxes de loi physique, comme je viens de le montrer précédemment. Ce sont aussi des paradoxes de matériaux, un métal souple qui danse. Donc là, c'est de nouveau des paradoxes. Et j'ai constitué donc un certain nombre de formes qui peuvent s'inspirer du vivant, mais qui sont complètement imaginaires. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est comme un scientifique, il classifie, il observe, et il essaye d'en déduire, voilà, des observations concrètes. Moi, j'ai une démarche un petit peu parallèle, mais un peu similaire, dont je m'inspire. Et dans Micro-univers, j'ai imaginé donc, par exemple, une famille de moulins, des mécaniques végétales. Comment un végétal peut être mécanique? Est-ce possible? Oui, dans la 3D, dans l'image de synthèse, on peut se projeter. Tout est possible. La famille des chevelus, des aquatiques organiques. Là, on pourrait peut-être évoquer plus des anémones, même si c'est abstrait, ça peut être des organismes mouvants. Mais toujours avec un paradoxe de rendu métallique, parce que c'était ma recherche. Les balanciers, des pendules hors temps, des battements, des insectes abstraits. Voilà.
passe ici? Je vous l'explique peut-être. C'est une œuvre interactive, mais j'ai filmé mes gestes, mon interprétation. Et donc, ce qui se passe ici, dans le CD-ROM qui était publié à l'époque, donc le spectateur devenait acteur, manipulateur. Et ce qui m'a intéressé dans cette pièce, c'est qu'en manipulant, on fait des superpositions et on crée des complexités et d'autres variantes. Et par le hasard de la manipulation, on peut se projeter, imaginer les relations que l'on souhaite à travers ces formes. Donc je vais continuer la suite. Mu-Herbier a été donc une suite importante. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai une plasticité donc sémantique dans les mots. Je joue beaucoup avec les mots. Et le mot mu-herbier est venu de micro-univers. Donc, quand je vous dis, je transplante aussi un mot qui va lui-même muter, en quelque sorte. Et je vais vous montrer ici ce travail. Là aussi, donc, plus tard, donc en 2005, c'est un CD-ROM qui a vraiment été montré beaucoup en France et à l'étranger, qui a été même présenté ici même à la Cité des Sciences. Et il y a eu d'ailleurs des expériences fantastiques, notamment avec les enfants, mais des adultes aussi. En fait, ça n'a pas d'âge. Et cet ouvrage, je vais rentrer un petit peu dans le détail pour justement vous donner quelques clés de lecture dans la démarche que j'ai ici. Donc, comme je dis, ma plasticité sonore m'a amené à chercher dans plusieurs langues, donc des mots. Ici, le mot mu, préfixe du mot micro en grec. Mu, ça veut dire aussi mutation, mouvement, métamorphose. Mais on parle de mu aussi, de changement de peau, changement de voix. Et comme je travaille aussi la voix comme un matériau plastique, c'est des choses qui me faisaient écho. Mu, c'est aussi le continent perdu, le mythe de l'Atlantide. J'imagine des espèces de cartographie aussi, à échelles différentes. Mu, en hongrois, de par mes origines, mu, ça veut dire œuvre synthétique, artificielle, en hongrois. Mu, c'est donc une œuvre artificielle. Mais je me suis baladée aussi au Japon. Mu, ou mu, veut dire rien, vide, infini. Pourquoi j'ai choisi cela? C'est que micro-univers n'a pas de début ni de fin. Donc, on peut prendre n'importe quelle famille, n'importe quel objet, et arrêter quand on veut et recommencer quand on le souhaite. Et pour finir en chinois, ça signifie arbre, bois en chinois. J'aimerais juste m'arrêter sur une citation d'Edmond Couchot, qui a eu j'ai eu l'honneur qu'il ait fait cette petite dédicace, enfin un petit texte. Et effectivement, c'est une œuvre-jeu. Donc il s'agit d'un microscope sensoriel, un laboratoire tactile, un incubateur d'imaginaire. Comment on peut donner finalement à tout le monde la possibilité de co-créer, d'imaginer par plasticité gestuelle, de découvrir des univers qui ne seraient pas accessibles autrement. Donc cette œuvre-jeu, d'après Edmond Couchot, et je trouve que c'était ça qui est profond aussi, ce n'est pas qu'un jeu gratuit, je veux dire, pour s'amuser, c'est aussi le jeu où vous pouvez vous découvrir vous-même. Donc, dans cette boîte d'observation de boîte de pétri, j'ai donc imaginé une centaine d'organismes qui ont donc différents aspects. Donc ces aspects, donc là j'ai mis une espèce de mise en culture virtuelle d'un univers, effectivement, qui pourrait paraître réel, mais qui ne l'est pas. De même, comme micro-univers, j'ai commencé des classifications, en sciences aussi, on classifie. J'ai observé que dans la nature, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des natures aquatiques. Il y a des bulbeux, par exemple, dans certaines plantes, des cotonneux, des creux, des épineux, granuleux, lumineux, poilus, poussus, tachus. Donc, ce qui m'a intéressé, c'était de faire une espèce de catalogue, de recherche en quoi l'image de synthèse me permettait de rendre une forme aquatique et un son aquatique. Donc j'ai essayé de faire des corrélations entre les deux, ou bulbeux, etc.
Ce qui m'a intéressé pour vous montrer les clés de cette œuvre, parce que quand on ne la joue pas, c'est difficile de la transmettre, mais je vais essayer d'être claire et le plus simple possible. Le principe donc de Mu-Herbier, c'est que vous aviez des organismes mouvants que vous pouviez prendre. Et en une fraction de seconde, ici, on pouvait manipuler donc, ces objets séparément, vous pouvez les déplacer et créer très très vite, en quelques secondes, minutes même, un paysage, une cartographie. Donc on passait de l'échelle d'un corps global à un espace. Donc c'est ces choses de pâte à modeler virtuelles qui m'ont intéressée. Je ne vais pas faire trop long. Et ce qui m'a intéressé aussi dans ce travail, c'est de créer des nano-évolutions proches de l'inspiration du vivant. Et nous avons, avec Marc Danjean aussi, élaboré, donc, pour chacune des familles, chacun des organismes avait donc 30 variations sur le clavier. Donc on avait imaginé donc, des compositions modulaires avec des nano-évolutions ici. Je vais vous montrer de toute façon tout à l'heure un extrait sonore et visuel qui sera plus parlant, mais j'avais envie de vous donner ces quelques clés de lecture. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est aussi la question de la manipulation. Qu'est-ce que c'est que manipuler? Au sens propre comme au sens large, figuré. En science, on connaît toutes les manipulations génétiques et autres, mais finalement, est-ce que je ne suis pas dans la marionnette ou dans le théâtre de la main? Étant scénographe à l'origine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est l'interprétation humaine. Ce n'est pas la machine qui prend la main, c'est le spectateur-acteur qui prend la main. Et le principe, très simple, que j'ai découvert en fait à travers ces recherches, a été de travailler sur des strates superposées ici. La structure même de l'herbier, je l'ai faite à partir de dessins. Tout à l'heure, j'évoquais ma plasticité graphique. Je vous en montre un extrait. Ici, j'ai créé des micro-croquis-signes. C'est-à-dire que ici, j'ai imaginé déjà mes organismes. Là, par exemple, ça pourrait être un poilu ou un poussu, etc. Et à partir de là, ce qui m'a intéressé, c'est de créer des structures, des archétypes, des fondamentaux. Un organisme, il a un corps, il a des bras, il a des jambes, des pattes. Et ce qui m'a intéressé, c'est de prendre justement une similarité dans les structures. Et j'ai créé donc, à partir de schémas, des corps, une série de bras, et j'ai assemblé, comme un mécano ici, des corps nodes et des bras branches, et qui m'ont permis de créer tout un univers. Ce qui m'a intéressé aussi à l'époque, c'était de rechercher une grammaire tactilo-audio-optique. Qu'est-ce que ça veut dire, grammaire? C'est-à-dire qu'on était un peu dans le début de l'interactivité, on se posait des questions, et est-ce que je pouvais m'imaginer que l'interaction pourrait avoir des sensations, des sentiments? Et effectivement, quand j'ai observé l'interprétation des personnes qui ont manipulé Micro-Univers, qui ont manipulé Mu-Herbier, j'ai eu des réactions assez étonnantes, à la fois drôles, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans mon travail, mais aussi d'angoisse et de répulsion pour certaines formes. Certaines formes étaient justement avec des poils. Vous savez, on a peur des araignées, on connaît bien ce syndrome. Et certaines personnes m'ont dit, mais ne faisait pas le lien, que ça c'est une œuvre abstraite, ça n'existe pas, et ne pouvait pas attraper virtuellement ces objets poilus comme une araignée. Donc ça m'a questionné sur qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce que l'essence que l'on perçoit via une œuvre interactive virtuelle. Et puis, comme j'ai dit que j'ai des plasticités musicales, je note la musique comme des dessins. Est-ce qu'une musique peut être dure, piquante, rugueuse, douce, etc. C'est ce qui m'a intéressé ici d'explorer. Donc je suis une plasticienne, une sculpteur, une pâte à modeléiste, je ne sais pas comment on peut dire, qui va essayer de triturer un peu tout ça. Donc voilà un extrait qui sont donc
captation d'une gestuelle, une interprétation que j'ai faite de l'herbier. Alors, il y a 3000 compositions, évidemment, potentielles. Donc là, c'est un extrait que je vous montre. Donc voilà, on accédait par cette classification ici. On pouvait choisir l'organisme qu'on souhaitait. Alors, tous les sons que vous entendez sont essentiellement issus de ma voix. Donc là, par exemple, donc j'ai une espèce de mimétisme où je travaille vraiment ma voix comme un instrument. Et donc, il y a un mélange entre musical et de bruitage. Je vais poursuivre, parce que ça serait trop long, mais je pense qu'on perçoit bien la malléabilité de l'espace et des objets qui sont ici modifiés. H2O. Maintenant, c'est une évolution dans mon travail où j'ai évoqué tout à l'heure que j'avais un petit peu une rupture avec l'image de synthèse 3D. Le tout virtuel, le tout calculé, c'est pas que j'en avais fait le tour, mais j'avais envie d'explorer autre chose. Et H2O a été marquant pour moi parce que c'est une recherche sur l'idée d'un film cellule qui serait un bestiaire aquatico-organique, une espèce de zoo primitif moléculaire. Et à droite ici, j'ai fait une recherche en me disant, peut-être, dans quelques années, ce n'est pas le cas encore maintenant, et si les écrans étaient malléables? Et si on pouvait, avec un film souple, le rendre manipulable, le triturer comme une sculpture? Donc j'ai fait une expérience ici, et ce qui m'a intéressé, c'est de développer l'idée de vidéo sans bord. C'est-à-dire qu'on est normé aujourd'hui sur des formats rectangulaires, etc. Et en quoi le matériau virtuel réel d'un écran, mais de toute façon les recherches sont là, puisque bientôt on va avoir des écrans souples dans les téléphones, c'est déjà aujourd'hui à petite taille, mais peut-être que demain, on va pouvoir imaginer des plasticités, des élasticités de ces écrans. Et pour revenir au film cellule, ce qui m'a intéressé dans H2O, ça a été donc de créer voilà, des écrans qui ne sont pas du tout rectangulaires ou voilà, proches du vivant. Et ce qui était une belle expérience, j'ai exposé notamment au Centre d'art de Bischheim, dans l'Est de la France, et c'était une installation que j'ai vidéoprojetée sur un écran de sel. Donc là, je vous explique ce qu'est un écran qui est sans bord et comment on se retrouve. Donc là, c'était plutôt méditatif. Là, j'avais imaginé un dispositif où les personnes pouvaient s'asseoir autour d'un bassin virtuel H2O. Quelques plans rapides. Et un extrait. Donc quand je parlais de transplantation d'un élément à l'autre, vous remarquez ici, alors j'appelle ça un cotonneux ici, donc une forme, qui a donc été directement extraite de mu-herbier. Donc c'est
toujours complexe à expliquer ces liens, mais je pense qu'en ayant vu ma petite carte tout à l'heure, on peut faire ces ponts. Alors, j'ai été invitée, il y a quelques années, donc en 2011, à la Cité, ici, pour faire une exposition Plastica. Alors, je voulais le montrer ce soir, d'une part parce que nous sommes à la Cité des Sciences, mais aussi que c'est une expo qui m'a vraiment marquée dans mon parcours, sur la plasticité et la matérialité. Ça a été l'occasion, cette exposition, de travailler aussi sur des matériaux de récupération, de recyclage. C'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas forcément de produire pour produire, on a déjà trop de consommation aujourd'hui, mais comment des objets du quotidien détournés pouvaient m'inspirer pour créer là aussi des objets improbables. Et l'exposition a été organisée sous dans un grand espace. J'ai imaginé des laborantines que je vais vous montrer, qui étaient dans la grande serre de la Cité des Sciences. Ensuite, des arbres totems chromosomiques. Mu-Herbier a été présenté aussi. Et des œuvres, Cellplast, Mimetica, que je vais vous montrer aussi. Un inventorium d'objets, etc. Je vais vous les présenter. Donc, Mu-Herbier, effectivement, a été présenté. Et l'expérience, notamment à la bibliothèque ici, même, a été très, très enrichissante pour observer comment les gens manipulent, ce qu'ils ont fait, les réactions, justement, presque épidermiques qu'ils ont eues. Mais nous avons aussi fait cette installation Aquar, qui est simplement donc, des plastiques de protection, vous savez, pour les plantes. Donc c'est ce qui m'a intéressé là aussi, comment un usage qui est un plastique voilà, qu'on a dans les serres, etc., comment ça peut devenir une œuvre. Donc voici cette œuvre d'un autre point de vue. De même, ici, Aquar, on va voir aussi des cellules que j'ai dispersées un peu partout sur l'étage et qui m'a intéressé aussi de travailler sur un plastique. Là, c'est des plastiques qu'on utilise pour des livres. Justement, dans une bibliothèque, c'était intéressant d'utiliser une protection, une deuxième peau pour les livres, parce que les gens manipulent beaucoup. Et comment, moi, je peux en faire autre chose. D'où aussi une sorte de plasticité. Les laborantines, donc j'ai créé aussi des tas d'accessoires, des lunettes, des gants, qui pour l'instant ne sont pas encore intégrés dans des films, mais qui sait, un jour se retrouveront. Et donc, voilà une des visions de ces mannequins laborantines imaginaires et qui étaient raccordés à des tuyaux du futur. Rapidement. Et j'avais aussi, donc, parce que c'est des choses que je mène depuis très longtemps, aussi un travail sur le gant, la protection, la deuxième peau. Je vous en parlerai plus tard, notamment avec Mimetica. Et là, je l'ai nommé Manipula, comme une table d'expérience, en attente d'expérience. Et les lunettes, c'est aussi une protection, mais c'est aussi une vision du monde. Voilà, un point de vue. Voilà, les objets improbables qu'on peut reconnaître pour certains, mais qui ont été transformés. Et on retrouve le piquant, sauf que là c'est un paradoxe, c'est pas piquant puisque c'est du silicone. Donc c'est des silicones qui sont doux au toucher, mais qui paraissent piquants. Donc voilà, c'est un peu ces paradoxes-là qui m'intéressent de travailler. Voilà, je vais vite. Ensuite, les arbres totems chromosomiques qui ont été plantés justement dans des pots et qui eux-mêmes aussi sont recouverts voilà, de tissus qui forment une deuxième peau. Ensuite, j'ai eu une expérience très intéressante à la conciergerie. À la conciergerie, j'ai été invitée dans les cadres de les Portes du Temps. Alors les Portes du Temps, c'est donc une manifestation culturelle qui offre finalement à tout public, et notamment à des enfants, de visiter un site archéologique ou pas d'ailleurs, d'une autre façon. C'est-à-dire que souvent les enfants disent « Oh, c'est pas intéressant d'aller au musée ». Et donc, voilà, chaque année, des artistes sont invités pour faire visiter, faire découvrir le patrimoine autrement. Et pourquoi je parle de ça? C'est que les arbres totems chromosomiques que vous venez de voir se sont transformés en un alphabet, dragon des signes. Donc cette sculpture mobile
ici, elle a muté, mais les ingrédients, les souches de base sont issues de la précédente œuvre. Et là, c'est une pièce qui fait 12 mètres. Donc, nous avons travaillé cet espace et cette mobilité. Et par rapport à l'atelier, justement, avec les enfants, j'ai transformé, je n'avais que 2 heures à peine, je ne connaissais pas les enfants. C'était un challenge aussi de dire, nous avons 2 heures ensemble, il y a un atelier, et puis on va faire quelque chose d'un peu exceptionnel dans ce lieu, devant les touristes, hein, parce que c'était visité. Voilà, vous allez vous transformer et vous allez participer à un événement. De même, dans cet espace qui était énorme, j'ai travaillé sur l'idée d'écran Oculus, ici, des yeux. Je vais rapidement. Et ce qui m'a intéressé avec les enfants, quand je parle du corps, de revenir au vivant, de revenir à l'humain, il n'y a pas que la 3D ou le numérique, ça a été une expérience formidable pour moi en disant, ces enfants ne me connaissaient pas 2 heures avant, je les ai costumés. On a travaillé un petit peu, mais très peu, et je leur ai dit, vous allez créer une espèce de métabête, un métacorps. Et donc, par une chorégraphie assez spontanée, même si je donnais quand même un signe pour que justement les signaux soient à peu près ensemble, mais quand même désordonnés. Voilà, ce qui m'a intéressé, c'était de créer avec ces groupes-là des fleurs de gestes communes, de partager, justement de revenir à quelque chose qui n'est pas virtuel. Voilà. Donc on a eu plusieurs étapes dans ces ateliers. Et puis, à la conciergerie, ce qui était intéressant et ce qui me donnait du sens pour montrer à la fois une œuvre que vous verrez tout à l'heure, Mimetica, mais là, en l'occurrence, cet atelier, pourquoi ces lumières, à quoi ça sert, c'était de faire découvrir aux enfants qu'il y avait des fossiles, pas plein de fossiles, à la conciergerie. Pourquoi? Parce que l'architecture même était faite en calcaire, et on sait que dans le calcaire, il y a des fossiles. Et donc cette échelle de temps, de millions d'années, de transformation, là aussi, est-ce que ça serait une plasticité? On va creuser dans les sous-sols. Ils ont bâti la conciergerie, et aujourd'hui, via cette espèce de petite exploration lumineuse, les enfants, voilà, m'ont montré, m'ont commenté, m'ont fait la visite autrement du musée. Alors que la conciergerie, c'est quand même un lieu lourd, historiquement, on le connaît. Donc comment on peut percevoir un lieu autrement? Donc voilà les enfants qui me montrent. Et voilà, en gros plan, les fossiles. Donc si jamais vous retournez, vous y allez à la conciergerie, peut-être que vous ferez une visite un petit peu différente. Motu Viridis. Alors, tout à l'heure, j'évoquais Michel Gault, et donc cette œuvre a été assez charnière, et j'ai eu la chance de rencontrer ce chercheur. Mais auparavant, donc en 2009, j'ai participé dans le cadre de l'année Darwin, qui s'intitulait Art Révolution, à donc une manifestation où justement on me proposait de rencontrer un scientifique. Et donc, dans tout mon parcours de plasticité, etc., je lis beaucoup d'ouvrages scientifiques, même si je ne suis pas scientifique. Et j'avais lu un article sur un chercheur qui s'appelait Motu Kimura, un japonais, qui est maintenant décédé depuis pas mal de temps. Et donc c'est un biologiste et généticien japonais qui a émis une théorie neutraliste de l'évolution. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que Michel Gault va nous l'expliquer encore mieux que moi. Mais ce qui m'a questionné, c'est qu'il posait déjà la question du hasard en biologie. Et on voit aujourd'hui que c'est des questions tout à fait actuelles. De même, pour les mots, les noms des titres, donc j'ai voulu rendre hommage à Motu Kimura en prenant Motu, son prénom, et j'ai été chercher les définitions. Motu en japonais, ça signifie origine. Et donc, ça correspondait bien à ce que j'avais envie d'exprimer. Et viridis, en latin, ça signifie la couleur verte, qui a encore de la sève. Et comme je suis dans quelque chose de vivant, c'est des choses qui me correspondaient au niveau du titre. Parce qu'à partir du moment où on nomme, ça vit, ça existe. Et
l'idée que j'avais dans Motu Viridis, c'est de me plonger à l'échelle de la cellule. Quand je parle des échelles d'observation, c'était d'aller encore plus bas. J'avais mes microscopes sensoriels imaginaires, mais là, j'avais envie de me creuser vraiment de manière plus précise. Et j'ai imaginé donc un film, 3 films en fait, un film mère qui m'a donné 2 films filles. Donc je vais vous expliquer. Je vais rapidement. Voilà Michel Gault. Donc ce qui m'a passionnée, c'est qu'en fait, c'est une rencontre où on avait beaucoup de questions communes. C'est vraiment la chose qui m'a le plus surprise. Comme tout à l'heure pour Comète aquatique, ça m'a fasciné que finalement un scientifique voit une réalité. Et Michel, on a donc échangé beaucoup, en peu de temps, on n'avait pas beaucoup de temps, mais ça a été très très fondamental. Et j'ai essayé, moi, à ma petite échelle, d'essayer de comprendre un peu un début de complexité du vivant, d'aller à la source. Période où tout, on imaginait, même les scientifiques, on imaginait que les moteurs de la diversité entre espèces, c'était la sélection naturelle, apparaît Kimura. Et Kimura, il dit, écoutez, je pense que, en fait, c'est pas le cas, je pense que l'hasard a une place très importante dans l'évolution, en particulier, il a dit, il peut y avoir des mutations qui affectent l'organisme, qui sont des mutations neutres, c'est-à-dire qu'ils vont affecter l'organisme de telle sorte que cet organisme-là n'a aucun avantage par rapport aux autres, cette nouvelle mutation. Quelque chose qui était à l'époque complètement sacrilège, parce qu'à l'époque-là, n'importe quel aspect de l'animal, n'importe quel aspect, devait avoir un rôle. Il a dû être sélectionné par la sélection naturelle pour être quelque chose. Si on ne savait pas pourquoi, c'était par l'ignorance de nous, plutôt que parce qu'il ne servait à rien. Kimura dit, écoutez, il doit y avoir des choses qui sont complètement neutres. Et non seulement ça, Kimura dit quelque chose. Donc d'abord, ça c'était une révolution. Et les choses intéressantes de Kimura aussi, il dit non seulement tu peux avoir des phénotypes, des aspects de l'animal qui sont neutres, mais aussi qu'ils vont être maintenus dans l'espèce. C'est-à-dire qu'à fur et à mesure que cette population qui a cet aspect, cette phénoménologie neutre, son phénotype neutre, cette phénotype neutre envahir toute la population et apparaître comme un aspect propre de cette espèce, étant donné qu'il n'y a aucun rôle particulier. Donc, et ça, il a montré de façon statistique. C'est juste un problème de statistique. Lui, c'est un généticien de population. Donc ça, c'est un des grands apports de Kimura. D'abord, montrer que l'hasard avait un rôle important en évolution, et l'autre chose, qu'il y a des aspects, des phénotypes qui sont neutres, qui peuvent maintenir dans la population, qui ne vont pas disparaître, et non seulement ils vont envahir tout le reste, toute la population, et il va rester là. Et c'est comme ça que donc, aujourd'hui, on peut avoir des choses qui ne servent à rien. Et par exemple, moi, particulièrement dans mon recherche, je me retrouve avec des situations où il y a des cellules qui apparaissent et qu'on essaie de trouver une fonction quelconque, et non pas la fonction, parce que maintenant, je n'ai pas trouvé. Et certainement, sont des inerties évolutives qui existent là et que les cellules continuent à les maintenir, ça sert à rien. Donc, c'était peut-être un petit peu long, mais je pensais que j'avais du mal à couper en fait son propos. Et là-dessus, dans ma recherche, j'ai exploré donc, et extrait, donc fait des prélèvements dans vraiment des images de microscope avec des vraies divisions cellulaires, mais que j'ai mélangées. Donc voilà, avec toute la liberté qu'un artiste peut faire de plasticité, voilà. Et donc je suis partie là-dessus. J'ai aussi implanté des éléments de Mu-Herbier qu'on peut voir ici. Donc voilà, c'était un gros mélange, mais qui m'a intéressée. Et ce qui m'a intéressée dans cette œuvre, c'était de créer donc des films cellules, mais à enveloppe mobile. Donc c'est des recherches, ou de dire finalement, tout à l'heure, le H2O était fixe, c'était rond déjà, mais fixe, et comment les enveloppes d'un film peuvent être mobiles. Donc, montrant ceci, voilà c'est très intéressant, ça, ce que dit Michel. Catherine, sans savoir,
injecte des cellules à l'intérieur de notre cellule. Voilà. Pour moi, ça me paraît improbable. Voilà. Ouais. Mais il s'avère que c'est vrai. Ah bon? Oui. Évolutivement, on a eu la première type cellulaire qu'il a eu, c'était une cellule comme une espèce de bactérie. C'est un noyau, un petit sachet, avec une membrane, avec quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur. Donc, la structure de cet animal, de cette cellule, de cet être vivant, l'organisation est très simple, ce sont des réactions chimiques à l'intérieur de cette petite poche qui vont produire ces mêmes composants qui forment cette poche. D'accord? Ça, c'est la définition d'être vivant. C'est une chose qui s'est autoproduite. Voilà. Donc, voilà. Donc, imaginons dans la soupe originale une tas de ces petits animaux. Bon, il s'avère très probablement qu'un de ces animaux-là a rentré à l'intérieur d'un autre de cet animal. Dans notre cellule, dans nos cellules, il y a la membrane cellulaire. Et à l'intérieur de cette membrane cellulaire, il y a les noyaux avec ses chromosomes, tout le matériel génétique qui contrôle donc toutes les qui collent toutes les protéines qui forment la cellule. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les mitochondries, par exemple. Les mitochondries sont des organelles qui se trouvent dans les cytoplasmes et sont responsables de la respiration cellulaire et de la production de l'ATP, de l'énergie, la production de l'énergie à partir des sucres. Ces petites organelles, qui sont aussi chromosomes propres, ils se divisent comme une cellule à l'intérieur. Ils se coupent au milieu et vont former deux mitochondries. Et au moment de la division, son DNA propre va se aussi répliquer et va se diviser. Donc voilà un extrait d'eux, parce que je ne veux pas faire trop long ici. Donc voilà ce que donnait Motu Viridis. La théorie c'est l'origine de la vie, et cette forme de et ensuite, comme c'est une stable, la mission par laquelle ça crée une sorte de stabilité, la vie est stable, qui est c'est-à-dire, ça se passe pas mal. Je continue parce que j'ai peur de ne pas avoir de temps, excusez-moi. Et là, j'ai une hypothèse où la division cellulaire, je me posais la question, est-ce qu'elle peut être sonore? Et donc, là, on va peut-être écouter la réponse de Michel. Et puis finalement, tu m'as dit, mais... C'est un rêve. C'est mon rêve. Et il m'a dit ça, pour moi, c'était étonnant, parce que c'est mon rêve de pouvoir écouter une cellule qui se divise. Certainement qu'il y a un bruit. Certainement. Ça va être un bruit phénoménal. Ouais. Ça va être un énorme bruit. Au moment de la division d'une cellule, toute l'architecture de cette cellule change complètement en quelques minutes. C'est spectaculaire. Voilà, donc je ne vais pas faire trop long. C'est vrai que c'est un passage peut-être, mais qui était important pour moi de vous transmettre cet échange. Et aussi, humainement, enfin, on voit que c'était quelqu'un d'abordable. On a pu vraiment discuter de manière très naturelle et fluide, ce qui est quand même très rare, je pense, pour des personnes qui sont quand même, qui ont des connaissances et qui permettent justement ce dialogue. Donc je vais poursuivre. Il y a juste un extrait, mais je ne vais pas le montrer parce que j'ai peur de ne pas avoir de temps. Donc je vais aller rapidement ici pour montrer le dispositif de l'expo. Voilà, où j'avais donc construit ces trois écrans. Alors, dans ma suite ici, indigène, j'ai commencé à intégrer aussi mon propre corps, mon travail aussi sur des espèces d'autoportraits complètement métamorphosés. Et indigène, ça a été aussi un moment marquant, suite à une lecture que j'ai eue sur une découverte en l'an 2000 d'un gène de longévité qui s'appelait INDI, I am not dead yet. Et donc cette recherche-là m'a inspirée. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'on est tous, finalement, on a ce rêve, ce fantasme de trouver ce gène de longévité.
Et je me suis dit, bah, en tant qu'autoportrait et jeu de mots, indigène est devenu cet indigène. Voilà. Et donc, je vais vous montrer un extrait où je me transforme en cellule. Donc, il y a peut-être des petits morceaux de moi-même que vous allez reconnaître, mais on en voit très peu. Alors tout doucement, on avance dans le voyage et je vais vous faire découvrir ma partie un peu musicale. Et donc sur une œuvre qui s'appelle Mutamorphe 1, où j'ai expérimenté justement avec la voix, des instruments mais très simples, une plasticité, une rugosité, des sons piquants, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques extraits. Alors l'instrument, c'est juste ça. Donc, comment la trompette peut sortir? Donc là, c'est très mal fait parce que voilà, mais ce n'est que ça. Donc c'est ça qui m'a intéressée, c'est comment le corps est un instrument et comment finalement avec rien, voilà, on obtient des tas de possibles. Voilà. On va peut-être continuer l'exploration sonore rapidement. Et donc dans les donc c'est que un chant a cappella. Il n'y a pas d'autre instrument que ça. Et donc c'est avec la manipulation du son et justement des outils numériques qui permettent de distordre, accélérer, changer de ton aussi. Je peux avoir une voix très grave. Et voilà, donc c'est vraiment, je m'estime vraiment comme une sculptrice de son. De même ici, c'est ma voix, sauf que par manipulation numérique, je peux avoir une voix masculine. Je laisse le son. Le microscope est pas, le microscope est pas, le microscope est pas, il a le microscope est pas, le microscope est pas, le microscope est pas, le microscope est passé dans la géante.
Génétique, parasite, botanique, toxique, 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 génétique, botanique, génétique, parasite, botanique, toxique, génétique, parasite, botanique, toxique, génétique, parasite, botanique, toxique, génétique, botanique, toxique, génétique, parasite, botanique, toxique, génétique, parasite, botanique, toxique, parasite, botanique, toxique, parasite, botanique, toxique, parasite, botanique, toxique, génétique, parasite, botanique, toxique, génétique, parasite, botanique, toxique, génétique, parasite, génétique, parasite, botanique, toxique, 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 génétique, Alors, pourquoi j'ai fait ce morceau? Vous avez peut-être compris le principe, c'est assez simple, c'est une incrémentation de vitesse. Et donc, ce qui m'a intéressé, mais ça, c'est en acoustique, il y a bien des spécialistes qui connaissent déjà ce phénomène, mais ça a été une découverte pour moi en le faisant de manière assez empirique, de faire un segment, donc un son que je réplique à l'infini. Et cette réplication à l'infini monte le ton et donne un instrument. Donc, c'est toujours botanique toxique, qui était le son souche, si je fais des comparaisons avec les cellules souches que j'évoquais. Et voilà, donc ça c'est intéressant aussi, comment la plasticité du son permet de créer d'autres instruments, d'autres univers, et avec des systèmes relativement simples de réplication et d'accélération incrémentale de vitesse. Voilà, je pourrais rester longtemps sur le son, je vais continuer. Comme je disais tout à l'heure, dans mes plasticités, je dessine beaucoup, et il y a une œuvre que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est une œuvre qui s'appelle Cellula. Donc Cellula, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est aussi de travailler la main et l'ordinateur. L'ordinateur et la main, c'est toujours une bijection, ça va de l'un vers l'autre et inversement. C'est ce qui m'intéresse. Cellula est parti donc d'un dessin original souche, qui est au centre ici, fait à la main, donc c'est un dessin à la main. Et puis après, j'ai exploré, et via justement l'ordinateur, on va le voir plus en détail, ça a été exposé en 2008 à la galerie Grismar-Tamer, donc à cette époque. Et voilà, j'avais fait un dispositif, comme vous voyez ici, en réseau, puisque la souche du dessin m'a donné des variantes. Donc voilà la souche dessinée, et rapidement, les variantes. Voilà. Donc c'est toujours à partir du même. Je dirais que c'est un peu le même processus que le son que je vous ai montré, mais un peu transposé en dessin. Voilà. Et puis jusqu'à des détails où justement la main ne peut plus faire ça. C'est-à-dire on ne peut plus écrire un texte aussi régulier le long de forme. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est voilà, les échelles d'observation, les échelles de création aussi, dans son ensemble. Donc là, l'ordinateur me permet d'aller justement dans d'autres dimensions. Et puis, tout doucement, nous arrivons vers la dernière œuvre que je vais vous présenter, qui s'appelle Mimetica, qui est composée de beaucoup d'organismes, d'une centaine d'organismes. Mais bien sûr, on n'ira pas tout voir parce qu'on a très peu de temps. Et je vous propose là une plongée que j'appelle vidéoplastique. Et elle va se situer au niveau, aux frontières du mime. Et donc j'ai inventé, en fait, par des systèmes simples. Alors là, il n'y a plus du tout d'image de synthèse. C'est simplement une captation filmée, sans aucune prothèse technologique. Et comment, avec des choses simples, comme pour la voix, on peut être vivant, hein, imaginer des éléments vivants. Et donc j'ai imaginé des corps hybrides entre l'humanité et l'animal, et je vais vous en parler.
Donc, un peu comme Muherbier, parce que finalement, on voit qu'il y a des boucles quand on travaille sur pas mal de temps. Et j'ai élaboré, donc, là aussi, des collections des familles. Et ça a été un travail de commande. Et ce qui m'a intéressé, c'était de me questionner sur le biomimétisme. Dans la nature, tout à l'heure, j'évoquais les sons piquants, ou par exemple, on sait qu'il y a des oursins qui ont des piquants, etc. On sait que finalement, ce n'est pas pour faire joli, c'est simplement une stratégie du vivant pour la survie. Donc, c'est toujours cette intelligence des formes qui m'intéresse entre le vivant réel et ce qu'on peut imaginer. Mimetica aussi a été sonore, puisque j'ai récolté en 22 langues le mot mimétisme, et ça m'a permis d'être la matière première de ce travail. Comment est construit cet univers? J'ai élaboré donc tout un alphabet gestuel. Je me suis costumée, mon bras. Donc là, il suffit simplement d'avoir mon bras costumé, et à partir de cette brique de base, ça a pu me permettre de créer tout un univers. Et donc, j'ai élaboré un alphabet gestuel avec plusieurs rythmes, etc. Donc, il y a eu en amont toute une récolte, voilà, d'échantillons que j'appelle des formes souches. Et j'évoquais l'hybridation corps-animal ici. Et le résultat, ça m'a donné cette collection que vous voyez ici, d'organismes, tous plus improbables les uns que les autres, et qui ont été, à ma surprise, la première découverte. Moi, j'étais la première spectatrice de cette création, puisque dans les outils, comme je montrais Micro-Univers et Muherbier, quand on travaille sur des outils informatiques, on a aussi la possibilité de manipuler et de créer très très vite des variantes. Et donc, c'est à partir des souches que j'ai créé donc tout cet univers, que j'ai animé et classé. Et donc ainsi, voilà, je n'aurai pas le temps de tout montrer ce soir, mais je vais vous montrer quelques extraits donc, de différentes catégories de familles. Donc ici, un autre extrait. Tout à l'heure. Et voici l'extrait. Donc cet exemple-là, où je combine donc, une famille dans une autre, donc voilà un exemple qui s'est mélangé.
Astralopithecus, Astralopithecus. Et voilà l'ensemble ici que je vais vous montrer. On va peut-être un petit peu zoomer à l'intérieur. Ici. Donc, tous ces organismes-là ont pris vie. Voilà. Ici, on va en voir quelques-uns. Et je les ai nommés. Alors, c'est des mots hongrois. Je peux vous les traduire. Béka, c'est grenouille. Fekete, c'est noir. Gumi, c'est élastique. Enfin, korok, c'est les bras. Lobda, ballon, etc. Je ne vais peut-être pas tout faire. Voilà. Alors, cette œuvre a été publiée en série limitée sous forme d'un livre d'artiste et puis une série des DVD avec des dessins originaux. Donc, cette œuvre a eu un prix donc, à la SCAM sur les nouvelles écritures, ici. Et donc, c'est une œuvre qui avait été présentée à la SCAM justement dans un autre dispositif qui était un grand cercle projeté, verticale, alors que cette œuvre, à l'origine, elle a été conçue horizontalement. Et justement, je raccorde avec le lieu qui m'a fait cette commande, en fait, de cette œuvre dans le site archéologique de Liège. Donc cette œuvre, elle a été intéressante parce que c'est la première fois que j'ai pu faire un parcours dans un site archéologique qui m'a beaucoup inspirée. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses invisibles dans ce site. Il y a une nappe phréatique en dessous. Et ce qui m'a intéressée, c'était de voir comment je pouvais imaginer une mare virtuelle au-dessus, à l'aplomb, finalement, de cette nappe phréatique invisible. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui m'a invitée, enfin la responsable du musée, la conservatrice du musée plus précisément, m'a dit « Mais c'est assez étonnant, Catherine, d'avoir fait ça, parce que justement, on perçoit qu'il y a de l'eau en dessous, mais personne ne le sait. Et s'il n'y avait pas d'eau, le musée, le site archéologique tomberait en ruine. Donc, en quoi c'est vital que l'hygrométrie reste, en fait, au fond. Et donc, c'est intéressant de se dire qu'artistiquement, on peut peut-être, voilà, attirer l'attention, voilà, se dire, en dessous, vous ne voyez pas la nappe phréatique, mais elle existe bien, elle fait écho au lieu. Donc, quand je disais plasticité spatiale, c'était aussi de travailler donc des vidéos dans l'espace. Et je vais vous montrer quelques exemples de l'installation ici. En gros, pour vous expliquer rapidement, on entrait dans le musée ici et donc on pouvait découvrir voilà, plusieurs familles ici qui étaient présentées. Et l'ensemble de ces organismes, entre guillemets, je les ai mis en eau virtuelle sous forme donc d'une grande mare. Voilà, ici, mais qui pourrait être aussi traduite comme une boîte de pétri, mais c'était plutôt une mare, puisque les organismes vraiment nageaient. On pouvait imaginer que c'était beaucoup plus vaste, le territoire en dessous. Donc voilà quelques vues, ici. Et donc les personnes, là aussi, étaient invitées, un peu comme H2O, tout à l'heure, à tourner autour, à s'installer. Donc là, l'idée, c'est qu'un film n'a pas d'angle de vue, de point de vue. On peut tourner autour comme une sculpture, en fait. Donc on est libre de choisir la distance de vision. Ce qui était intéressant aussi, c'est que j'ai transvasé les organismes d'un écran à l'autre. Voilà comment on peut créer des espaces autres ici. Voilà, rapidement. Donc ce travail était aussi montré dans le cadre des portes du temps que j'ai évoqué tout à l'heure. Et pourquoi je montre cette image? C'est que ce qui m'a intéressé, c'est aussi d'aller directement sur la pierre brute qui faisait écho à nos fameux fossiles que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc ce qui m'a intéressé aussi, c'est par rapport à une architecture, de voir en quoi le virtuel n'est pas intrusif, une vidéo. Voilà, on peut la projeter où on veut. Et là aussi, imaginer donc des raccords et imaginer peut-être que peut-être les fossiles qui sont là dans la pierre, peut-être qu'ils ressemblaient à ça, on ne sait jamais, peut-être. Voilà, et donc c'est une œuvre qui a été beaucoup présentée, notamment à la Gaieté Lyrique aussi, sous différents dispositifs.
Et voilà, je vais terminer là-dessus, sur une petite fille, là, qui avait envie d'attraper ces organismes. Et je vais finir par un extrait un peu plus long de l'œuvre, donc d'un corpus qui est donc un extrait de l'ensemble des 100 organismes, et puis un extrait du Tó, c'est-à-dire du lac en hongrois, ou de l'étang, ici. Voilà. Et là, on peut mettre le son. Lábasok növényeket úszkálnak a tóban, tóban, fekete tóban, zöld és fekete, zöld és fekete, fekete tóban, 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 tóban. Taklit, 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 taklit. Herming, mimetitechki, mimetechki, 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 mimetechki. Utanzo, utanzo. Lábasok növényeket. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est comme vous souhaitez. Oui, merci. Alors, c'est à votre tour. J'ai le micro pour vous le passer. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette belle présentation de votre travail. Est-ce que l'émergence technologique de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée ne vous donne pas envie de retourner vers l'image de synthèse afin de créer des environnements qui intégreraient le spectateur dans vos œuvres? Ah oui, peut-être, peut-être. C'est vrai que ça me tend la perche, en fait, puisque tous les casques virtuels, enfin Oculus Rift et tout ça, permettent voilà, d'être en immersion totale. Donc c'est pas exclu, on va dire. Mais c'est vrai que après, je pense qu'il faut que je collabore avec vraiment des modeleurs en 3D parce que c'est quand même assez sophistiqué. Là, c'est vrai que toutes ces années, je suis voilà dans mon atelier, je fais les choses moi-même, je suis dans le faire. Mais après, c'est vrai que c'est des collaborations, trouver
Voilà, quelqu'un qui peut le faire, oui. Après, ça peut être voilà, ouvert, de toute façon. Merci. Ouais. Ah, il y a une question, je crois, en bas. Oui. Bonsoir, merci pour votre présentation. Moi, j'aurais une question par rapport à la définition que vous donnez à la biologie, parce que finalement, ce qu'on voit de ce que vous avez créé, ce sont des êtres qui se meuvent, qui sont mobiles. Oui. Mais la biologie, c'est plus vaste que cela. Est-ce que vous avez uniquement... aujourd'hui, vous avez uniquement présenté cela. Est-ce que vraiment il n'y a que cela, ou est-ce que vous avez exploré d'autres parties de la biologie dans votre travail ? Alors, c'est vrai que je suis dans le mimer le vivant, donc c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est de m'inspirer, en fait, de la biologie. Effectivement, j'ai d'autres œuvres que je n'ai pas montrées ici. Ce qui m'a intéressé, là, c'était de montrer un peu le processus. C'est-à-dire, par exemple, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans les détails, mais pour comment une cellule souche peut être pluripotente, multipotente et avoir plusieurs développements, ça, c'est des choses que j'intègre, en fait, dans mon travail. En 1 heure, en fait, c'est un peu difficile à expliquer. J'ai essayé de l'exprimer par rapport à Cellula, le dessin souche, etc. Mais c'est vrai qu'il y a réellement un travail de fond qui n'est pas peut-être perceptible aujourd'hui, mais qui est vraiment très proche du biologique, en fait. Voilà. Ah, il y a une petite question. Oui. Attends, je crois qu'il faut attendre le micro. Merci Catherine de ta présentation. Ma question était la suivante. Est-ce qu'il y a une part de hasard dans les compositions que tu fais, ou alors est-ce que tu prends tous les éléments et tu les recomposes d'une façon très scientifique finalement? Est-ce que quand tu fais quelque chose, en fait tu laisses les éléments agir eux-mêmes C'est ça qui est... Alors, je dirais qu'il y a un mixte, c'est-à-dire qu'au départ, donc, j'ai fait des collections de briques de base. On peut dire des cellules souches ou des formes souches, si je prends la métaphore de la biologie. Et donc, à partir de ces briques de base, est-ce elles vont être totipotentes ou pluripotentes, artistiquement parlant? Et effectivement, là, il y a du hasard. C'est-à-dire, j'ai évoqué Motu Kimura et tout ce propos avec Michel Gault. C'est-à-dire que dans la rencontre d'éléments mobiles, ce que vous avez très bien dit, ce sont des éléments animés, en fait. Et ce qui est assez étonnant, quand j'ai créé ces organismes, c'est que 2 minutes avant, je ne savais pas ce que j'allais créer. C'est-à-dire que c'est la rencontre, justement, de ces objets animés que j'ai modifiés avec des vitesses différentes qui m'ont donné ces organismes. Je ne pouvais même pas l'imaginer si je ne les avais pas manipulés et assemblés. Vous voyez ? Donc c'est ça que j'ai envie de faire un petit peu passer ce soir. Et que l'herbier, déjà, invitait les personnes à faire ça, en fait. En manipulant, ils pouvaient créer, par le hasard de la manipulation, on crée un univers. Et si on ne manipule pas, on ne voit pas, on ne révèle pas. Donc en gros, c'est un peu autour de ça. Donc c'est vrai qu'on le sait bien, quand on travaille l'image, même sur un ordinateur, il y a des choses qu'on a une idée, et puis quand on le fait, parfois... Le hasard fait qu'une erreur ou un code, ou simplement le placement d'un élément de l'image par rapport à l'autre, ça va nous amener sur d'autres chemins ou même faire tout à fait autre chose. Donc c'est ce rapport entre la machine qui permet des manipulations très, très fluides, très rapides, qu'à la main on ne pourrait pas faire, c'est ça qui est intéressant. Et la part de hasard, il y a quand même une grande part qui est intéressante là-dedans, en tant que plasticienne. C'est ce qui est intéressant comme matériau. Voilà. Je voudrais, moi, livrer une réaction peut-être iconoclaste, mais à partager avec l'artiste. Je trouve la démarche fascinante et tu nous as très bien expliqué la progression, les liens entre les différentes étapes. Et Mimetica, c'est peut-être une forme d'aboutissement, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, de beaucoup de choses.
si j'oublie la démarche intellectuelle et si j'oublie la technique, je vois sur l'écran des êtres vivants qui bougent, qui se déplacent, qui ont un côté répétitif dans la façon dont ils se déplacent, dans les sons qu'ils produisent ou dans les sons qui les accompagnent, et qui a également un côté répétitif dans leur graphisme et dans la matière qui les constitue telle qu'elle nous est présentée. Et en dehors de l'aspect fascinant, étonnant et esthétique, je trouve qu'ils ont énormément d'humour. Je ne sais pas pourquoi, mais je les ressens comme ça. Regardez celui-là là, qui arrive sur l'écran, il est quand même tout à fait particulier. Ils ont énormément d'humour et il ne se passe rien. Et je me dis, mais il me manque quelque chose. Est-ce que dans les champs du possible, au-delà de toute cette démarche, encore une fois, intellectuelle, technique, de mimétisme biologique, etc., qui est fascinante, est-ce qu'il n'y aurait pas matière, peut-être avec d'autres artistes, peut-être toute seule, à aller vers autre chose à partir de ça et raconter une histoire, créer des interactions, plonger ces êtres vivants, parce que tout d'un coup, ils sont devenus vivants, dans un univers particulier qui nous emmène ailleurs, voilà. Dans une histoire, oui. Par exemple. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, j'étais un peu dans le proto-langage avec H2O, etc. Donc, j'avais besoin d'explorer en fait des archétypes, des choses fondamentales. Et puis, c'est vrai que là, depuis quelque temps, le texte, la narration me tend les bras. Et donc, effectivement, on a envie d'être accompagné dans un univers poétique. Alors, peut-être spatial, 3D, virtuel ou pas. Mais après, ça dépend le propos, en fait. Qu'est-ce qu'on veut embarquer? Quand on est tout seul dans sa bulle, pourquoi pas? Mais c'est aussi le partage. Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait un partage. Et c'est vrai que les recherches que j'ai faites des mares où finalement on est ensemble autour, c'est aussi de retrouver une chaleur humaine qu'on n'a pas dans les ordinateurs, qui est souvent froid, etc. Et mon éloignement de l'image de synthèse, c'était que justement, c'était froid, en fait. Et là, le côté vivant, humoristique, je peux l'obtenir, je pense, parce que, voilà, je mime, voilà, il y a quelque chose qui est vivant. Mais effectivement, c'est des étapes. C'est des étapes. Et à terme, c'est toujours les occasions aussi, les lieux, les rencontres avec des personnes. Mais effectivement, je me faisais cette réflexion justement en venant, c'est drôle que tu me dis ça, où justement je pense que je vais vraiment travailler la narration, des narrations et des espaces. Voilà. Donc, et puis des rencontres aussi entre ces organismes. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, je les ai plongés dans un aquarium virtuel, on va dire. Ils sont tous là, ils vivent. Mais après, ils veulent peut-être s'échapper, sortir. Et ben, ça sera peut-être la suite. Mais en tout cas, j'avais besoin, en fait, de passer par ces étapes, apparemment. Et l'occasion aussi de ce soir, c'est de retourner un petit peu en arrière sur mon travail. C'est un peu la première fois que je fais ça. Et c'est intéressant, puisque justement, avec le recul de ces expériences, ben, on dit, mais finalement, quel est l'essentiel de ça? C'est la vie. Mais la vie, c'est aussi l'échange, c'est l'espace et le sens des mots, d'une histoire. Donc, c'est tout à fait en maturation. Ben c'est génial. Moi, j'attends cette étape suivante avec un grand intérêt. Merci. Merci. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un devant. Quelqu'un qui est Marc Dangean, qui va prendre la parole. Oui, alors je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que tu m'as souvent parlé de ce projet qui est que là, on a beaucoup entendu aussi la musique, ce travail sur soit la voix, sur la musique, sur les mots. Et il y a cette idée de donner voix à ces bêtes, entre guillemets, parce que pour l'instant, c'est une musique englobante, une musique composée qui les englobe, alors qu'en fait, ils pourraient devenir eux-mêmes des êtres, sinon parlants, ou borborithmants, ou ceci ou cela. Donc ça va dans ce sens que dès qu'il y a narration, il y a greffé quelque chose dessus. Et c'est vrai que tu es aux confins de toutes ces choses-là, et donc avoir une famille de bébêtes parlantes, c'est un sujet dont tu parles souvent. Donc je pense qu'on peut l'envisager dans le futur, oui.
Voilà. Ben oui, tout à fait. Et c'est déjà dans mes carnets, et dans mes études. Il y a en fait des choses, beaucoup de choses que j'ai pas pu montrer en 1 heure, vous imaginez bien. Et donc c'est tout un récit qui est en train de se construire, qui n'est pas encore visible. Mais c'est vrai que donner du sens aux mots, pour l'instant, j'ai finalement récolté. Petite, j'étais passionnée par les dictionnaires et je rentrais dans un mot et je sortais dans un autre. Donc c'était aussi une espèce de voyage dans le son, les sens qui m'amenait. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que le fil d'une histoire, ce que j'ai un petit peu essayé ce soir, c'est de vous amener dans mon histoire, dans ma prolifération, dans cette carte que j'ai ressenti le besoin de dessiner pour voir le territoire, parce que c'est difficile à canaliser aussi pour moi, toutes ces multiples expressions, en fait. Mais c'est intrinsèque à moi-même. Donc j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin de la musique, tout ça, de les co-construire. Mais il y a des excroissances qui font qu'à un moment donné, je pense que là, le texte, en ce moment, est très, très présent. C'est en train de s'élaborer. Voilà. Oui. Donc, moi, je voudrais savoir, dans le monde réel, où sont les objets, les êtres vivants que vous observez pour pouvoir créer ces êtres imaginaires? Alors, où ils sont, pour moi, dans les fonds des mers. C'est vrai que mon inspiration est vraiment les fonds marins. On sait que, finalement, très peu d'explorations ont été faites dans les fonds marins et que la vie vient de là aussi. Donc c'est vraiment là revenir aux sources. Et notamment, c'est-à-dire que le spectacle qu'on voit dans les fonds marins est absolument hallucinant pour moi. Les nudibranches, je ne sais pas si vous voyez ces limaces qui ont des couleurs extraordinaires. Donc c'est comment la nature, voilà, s'habille. Sauf que là, ce n'est pas esthétique dans la nature. C'est ça que je veux comprendre. C'est comment la forme ou les habillages, ou un zèbre, pourquoi il a des rayures. Et il y a des tas d'hypothèses. Par exemple, pour le zèbre, qui est, finalement, c'est une forme cinétique, c'est-à-dire que quand il galope, j'ai lu ça, après il faudrait voir scientifiquement si c'est juste, mais quand le zèbre galope, il crée donc un cinétisme et il disparaît dans le paysage, pour les prédateurs. Parce qu'on sait que la vision de certains animaux n'est pas la même que la nôtre. Voilà, donc c'est vrai que c'est essentiellement, pour Mimetica par exemple, ça a été vraiment le monde des profondeurs, des abysses, où justement, on a, voilà. Et même Muherbier, que j'ai montré tout à l'heure, que dans les familles de lumineux, on sait bien qu'il y a des animaux marins fluorescents, phosphorescents, qui ont du lumière, ou des poissons, voilà, qui vont attraper leur proie parce qu'elles ont un système de lumière. J'ai pas une baudroie, je crois, ou je ne sais plus quel poisson exactement a cette lumière, et donc elle attrape ses proies. Donc c'est ça aussi qui me fascine, c'est comment le vivant, qui pour nous paraît vraiment complètement excentrique au niveau des formes et des matières et des couleurs, quelle est l'utilité dans le vivant, et c'est souvent voilà, pour se prémunir des prédations. Voilà. Il y avait d'ailleurs un poulpe, un octopoulpe, qui a été découvert, je crois, il y a quelques années, qui se transforme en 5 états, en poisson, en serpent de mer, etc. Donc là, c'était ça aussi qui m'a inspiré dans le biomimétisme. On voit que là, ce sont des stratégies du vivant de survie. Voilà. Donc là, c'est une espèce de transposition d'organismes qui n'utilisent que des éléments du quotidien ou des choses, mais bon, on peut très bien imaginer que, mais même, par exemple, il y a des poissons qui gonflent à l'air. Donc voilà, c'est toutes ces mécaniques, en fait, du vivant qui m'ont inspirée. Et largement revisité, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci.